Un an de pandémie, un an de profonds bouleversements, un an de désinformation. Et depuis le début, tout et son contraire a été dit sur l'origine du virus responsable de la COVID-19, le SRAS-CoV-2. Des vérités, des hypothèses encore en suspens et beaucoup de désinformation. Non, cette femme mangeant une chauve-souris n'est pas responsable de la pandémie. Non, il n'existe aucun lien entre la 5G et le nouveau coronavirus. Non, la Chine n'a pas volé le coronavirus d'un laboratoire canadien. Non, un chercheur de Harvard n'a pas fabriqué et vendu le coronavirus à la Chine. Non, le coronavirus n'a pas été créé à partir du VIH. Ces quelques faussetés ne sont que la pointe de l'iceberg dans un océan d'infodémie. Mais un an plus tard, où en sont les connaissances scientifiques sur l'origine de ce virus, responsable de près de 3 millions de décès à travers le monde? Marie-Pierre, alors 3 millions ou presque de décès plus tard, tout ce qui concerne cette pandémie-là fait énormément jaser depuis le mois de mars dernier. Mais aujourd'hui, un an plus tard, on se pose la question fondamentale, qu'est-ce qu'on sait sur l'origine de la COVID-19? Oui, parce que quand on se pose la question où, quand, comment, pourquoi cette pandémie-là a commencé, bien, on a des éléments d'information, beaucoup de désinformation à combattre aussi, mais il n'y a pas grand-chose de coulé dans le béton. Bon, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce virus-là a une origine animale, comme 60 des maladies infectieuses. Et c'est fort probablement, on ne sait pas précisément le comment, mais il y aurait une chauve-souris qui aurait été impliquée dans le processus à quelque part. Pourquoi une chauve-souris? Parce qu'on sait déjà les chauves-souris en général sont le réservoir de milliers de coronavirus différents. Et le coronavirus le plus semblable génétiquement au nôtre, c'est chez la chauve-souris qu'on l'a identifié. Il est à 96 identique. Mais il lui manque quand même quelque chose d'important pour réussir à se transmettre entre les humains comme la COVID le fait. C'est un tout petit bout de génome qui code pour la fameuse protéine Spike. Et de façon plus imagée, on pourrait dire qu'il lui manque une clé pour entrer dans nos cellules. Il aurait pu se procurer la clé en séjournant dans les cellules d'une autre espèce animale, donc un autre intermédiaire. Il y a plusieurs espèces suspectes sur la liste, mais on n'a pas encore formellement identifié lequel. Oui, la traque, la recherche se poursuit encore et toujours, mais ce qui semblait assez évident déjà au début, Marie-Pierre, c'est que le virus aurait franchi la barrière entre cet animal mystérieux et l'humain dans l'immense marché de Wannan, où étaient vendus plusieurs animaux vivants. Oui, puis au départ, ce marché-là, c'était vraiment l'endroit tout désigné, justement à cause de la proximité des clients avec toutes sortes d'espèces d'animaux vivants. Il y a des échantillons qui ont été prélevés, des échantillons d'animaux, de produits animaux qui étaient vendus là, et ils étaient tous négatifs. Donc, aujourd'hui, on considère le marché peut-être plus comme un amplificateur que comme le déclencheur en tant que tel. Et dans toute cette séquence-là, Marie-Pierre, par contre, là, si on veut situer dans le temps ce passage de l'animal à l'humain, il y a quand même un consensus dans la mesure où on sait que les tout premiers cas remontent à quoi, décembre 2019 environ? Oui, les premiers cas officiels, en tout cas déclarés par la Chine. Maintenant, on rapporte peut-être qu'il y aurait eu des cas en novembre ou même avant, parce qu'en fait, il y a plusieurs virologues qui sont persuadés que les premiers humains infectés l'auraient été peut-être même il y a plusieurs années. Ah oui? Oui, parce que en fait, quand un virus fait le saut comme ça d'une espèce à une autre, ça lui prend un certain temps pour, si on veut, s'adapter à son nouvel hôte. Ce qui fait que souvent, les virus, tout de suite après avoir franchi cette barrière-là, ils sont pas très contagieux. Et tu le disais tantôt, là, ce qui semble le plus vraisemblable, ou le scénario le plus vraisemblable, c'est que ce mystérieux patient zéro, qu'on ne connaît pas, a été infecté par un animal, mais d'autres scénarios ont beaucoup circulé, dont celui du virus conçu en laboratoire et dans ce qui est devenu notre tout premier décryptage pandémique en janvier dernier, en janvier 2020. On prétendait même qu'il avait été volé dans un laboratoire de microbiologie de Winnipeg par 2 espions chinois. Ça, au moins, Marie-Pierre, on peut dire que c'est faux.
Oui, oui, le scénario là, de la fabrication du virus en laboratoire, on peut dire qu'il est complètement écarté par la communauté scientifique. Il n'y a vraiment rien, là, il n'y a pas de signature d'altération ou de manipulation. On a affaire à un génome, tout ce qu'il y a de plus banal, là, qui est le fruit de mutations et de la sélection naturelle. Par contre, un scénario qu'on ne peut pas complètement écarter, c'est celui de l'accident de laboratoire où le virus se serait échappé. Puis même à première vue, il y a quand même une coïncidence assez troublante, c'est qu'à Wuhan, il y a un institut de virologie qui héberge une très importante collection de coronavirus de chauves-souris. Donc, c'est facile d'imaginer quelqu'un qui travaille là, qui manipule le virus, qui se fait contaminer et qui, en franchissant les portes du laboratoire, offre un tout nouveau terrain de jeu à un virus. C'est facile à imaginer. Maintenant, les scientifiques d'une mission de l'OMS qui se sont rendus sur place jugent ce scénario-là peu plausible. Ils ont rencontré les chercheurs de l'Institut, ont discuté ouvertement, semble-t-il, de ces questions-là avec eux. Et vraiment, il semblerait qu'ils se font tester régulièrement, que les mesures de sécurité sont très, très strictes. Bref, ces chercheurs-là n'ont trouvé aucun indice là, qui serait susceptible de soulever des doutes. Et aussi, d'autres chercheurs indépendants disent que si on avait soit découvert ou manipulé ce virus-là en laboratoire avant la pandémie, bien, ça aurait fait l'objet d'une publication scientifique. On en aurait parlé dans le milieu. Et ce n'est pas du tout le cas. Peut-être, en terminant, insister à quel point c'est important de découvrir l'origine de ce virus-là. C'est pas seulement une petite curiosité scientifique. Ah non, c'est fondamental. Ou une occasion de pointer des coupables du doigt, là, c'est que ça nous donne des munitions pour être en mesure, par exemple, d'éviter l'émergence d'un éventuel SRAS-CoV-3. Si on réussit à identifier, par exemple, l'espèce animale qui a favorisé la transmission à l'humain, bien, on pourrait, entre autres, interdire l'élevage de cette espèce-là ou en tout cas limiter les interactions avec elle. La clé du mystère se trouve en Chine, un pays où le gouvernement central maintient une solide emprise sur l'information qui circule à propos de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, l'OMS, les journalistes et les gouvernements étrangers se sont souvent butés à l'opacité du régime. Annick Béraud en sait quelque chose. Elle était aux premières loges au moment où tout a commencé. L'ex-correspondante de Radio-Canada à Pékin est maintenant de retour à Montréal, prête à partager ses constats. Annick Béraud, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Merci, Alexis. Enfin, j'ai la chance de te parler. Au Décrypteur, on voulait en savoir plus sur ta couverture des événements en Chine pendant la pandémie. Qu'est-ce que tu as observé et comment s'est manifestée l'opacité du régime? On est arrivé, mi-janvier 2020, on est arrivé dans une espèce de flou qui régnait. Un flou, je te dirais, Alexis, un mélange entre des rumeurs, des photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, des médecins qui parlaient de mystérieux virus entre eux, qui échangeaient, là, qui disaient que dans les couloirs à l'hôpital, dans leur centre médical, dans leur clinique, ils voyaient apparaître ce mystérieux virus. Et de l'autre côté, bien, il y avait des démentis officiels sur la propagation même de la maladie. Le 20 janvier, le président Xi Jinping a décrété, c'est la première fois qu'il a parlé de l'épidémie comme telle, il a décrété une espèce de mobilisation générale en disant que la vie, la santé des citoyens était la priorité, qu'il allait mener une espèce de guerre du peuple contre le diable. Je crois que c'était l'expression qu'il avait utilisée. C'est difficile de résumer ce qu'on sentait, mais c'était une période assez spéciale. Et tu évoquais donc les réseaux sociaux. Là-bas, c'est surtout Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, dont il est question. Et c'est sur ce réseau-là qu'ont circulé la plupart des images de ce qui se tramait sur le terrain avec des lanceurs d'alerte qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme et qui en ont payé le prix. On sait qu'il y a une journaliste citoyenne qui a été condamnée à la prison, plusieurs années de prison, ça c'est il y a quelques semaines, accusée d'avoir propagé de fausses rumeurs pour sa couverture de la COVID-19. Mais très tôt, on parle de lanceurs d'alerte. Il y avait des médecins de Wuhan, le docteur Li Wenliang, qui a été contaminé en soignant une de ses clientes. Il est tombé malade et là, il a décidé, bon, ben c'est assez, je vais dire ce
qu'il en est. Il a dit aussi qu'il fallait propager, qu'il fallait donner la place à plus de voix possibles, diverses, sur ce qui se passait. Et il est mort, lui, le 7 février de cette maladie-là. Et ça avait créé un torrent d'indignation dans les réseaux sociaux. Li Wenliang, qui ostracisé, devenu martyr, a été réhabilité plus tard avec les médecins quand la Chine a décidé de rendre hommage aux travailleurs de la santé en présentant aussi la victoire contre le coronavirus. Et tout ça nous mène à la visite récente en Chine d'une équipe d'experts de l'OMS, Annick, pour essayer de comprendre l'origine du virus. On attend un rapport là-dessus la semaine prochaine. À quoi on doit s'attendre? Déjà, le fait que l'OMS se soit rendu plus d'un an après le début de l'épidémie sur les lieux mêmes, ça posait déjà des questions. La zone du marché qui est au cœur de tous les soupçons avait été vraiment scellée. À quel point tout ce qu'il y avait là-dedans a été conservé comme preuve, dans quelles conditions, c'est des questions qu'on peut se poser. Avec quoi ont pu travailler les inspecteurs de l'OMS? Eh bien, c'est la grande question. Je crois déjà qu'ils soulevaient des questions et pas mal d'incertitudes au sujet du bilan qu'ils pourraient, ou enfin du rapport qu'ils pourraient déposer avant même de quitter la Chine. Donc, je ne sais pas si on va jamais savoir quelle est la source même de ce coronavirus qui a bouleversé tellement de vies, en commençant par la Chine. C'est une bonne question. Voilà, alors qu'on a tant besoin d'éclaircissements et de réponses face à cette crise. Annick, merci de nous avoir parlé. À une prochaine. Salut. Un plaisir partagé. Je suis très heureuse de te parler, Alexis.